Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au lien entre technique et aliénation et nous nous poserons la question de savoir si la division du travail est aliénante. La division du travail consiste à diviser en étapes la procédure nécessaire pour réaliser une tâche particulière, de telle sorte que chaque étape puisse être réduite à une action précise et que chacune de ces actions puisse être accomplie par une personne différente. C'est ce qu'on pourrait appeler une rationalisation du travail. Au début de son livre Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, le philosophe et économiste écossais Adam Smith distingue trois aspects par lesquels la division du travail facilite le travail. Non, il faut regarder de l'autre côté. Premièrement, elle permet une spécialisation du travail, et donc une augmentation de la maîtrise que chaque travailleur va avoir sur ce qu'il produit. Deuxièmement, elle permet une épargne de temps et donc plus de rapidité dans la production. Enfin, elle favorise l'invention de machines qui, en accélérant l'accomplissement d'une tâche, permettent à leur tour d'augmenter l'épargne de temps et donc de maximiser la production. Selon Smith, c'est en effet la division du travail qui a engendré l'innovation dans les machines. Oui, je dis bien machine et non pas outil, car bien qu'une machine soit, comme un outil, un instrument technique, il y a pas mal de différences entre les deux. À la différence de l'outil, qui peut être vu comme l'imitation d'un membre humain, la machine est plutôt une imitation d'une action humaine. On peut définir une machine comme un mécanisme conçu pour opérer une procédure par un transfert de force entre différentes parties qui le composent. Cette définition peut s'appliquer aussi bien aux machines très simples qui s'appuient sur le principe du levier, quelle image, que celles plus complexes qui vont consister à transformer de l'énergie, comme la machine à vapeur. Le mécanisme d'une machine à vapeur permet de transformer de l'énergie thermique en énergie mécanique par un transfert de force entre les différentes parties qui la composent, le piston, la bielle, la crosse articulée, etc. Ce système de transfert de force permet aux machines d'être autonomes, c'est-à-dire de fonctionner de manière relativement indépendante de l'intervention humaine. Elles ont une autonomie mécanique, au sens où elles peuvent générer des mouvements sans notre intervention, une autonomie énergétique, au sens où souvent l'énergie utilisée n'est pas complètement humaine, mais aussi extérieure, dans la machine à vapeur par exemple c'est la vapeur, et une autonomie régulatrice qui leur permet d'adapter leur fonctionnement aux conditions extérieures, par exemple le régulateur à boule de Watt inventé en 1787. Donc selon Smith, la division du travail et les machines semblent être des inventions techniques qui se complètent l'une l'autre et qui visent principalement à rationaliser le travail en l'organisant de manière à produire le plus vite et le plus efficacement. C'est pourquoi on associe la division du travail au développement d'économies capitalistes et à l'émergence de sociétés plus individualistes. Selon le sociologue français Émile Durkheim, la division du travail est ce qui distinguerait les sociétés individualistes fondées sur une solidarité organique des sociétés segmentaires fondées sur une solidarité mécanique. Dans la solidarité dite mécanique, les individus qui composent la société sont liés par des liens de caste ou de lignage. Les individus d'un même groupe se ressemblent donc et accomplissent des activités similaires. Par exemple, les peuples nuer, qui vivent en Afrique de l'Est, aux abords du Nil, sur des territoires assez marécageux, sont des sociétés segmentaires dont l'activité principale consiste en l'élevage du bétail. Au contraire, la solidarité organique caractérise les sociétés organisées autour d'un pouvoir étatique avec des individus différents qui accomplissent des activités différentes, et ceci en vertu de la division du travail. Mais en même temps, ces personnes dépendent les unes des autres. Ainsi, dans les sociétés occidentales où règne le capitalisme et la division du travail, les individus sont liés par une solidarité organique. Cependant, la division du travail facilite-t-elle toujours le travail? La rationalisation du travail permet-elle forcément de rendre l'activité du travail plus agréable et plus épanouissante? Les mouvements ouvriers qui commencent à se multiplier au cours du XIXe siècle, ainsi que la révolte des ludistes, semblent indiquer que non. Le nom ludisme vient de l'histoire peut-être légendaire de John ou Ned Ludd, qui aurait cassé deux métiers à tisser en 1780. Le mouvement ludiste désigne en fait la révolte d'ouvriers anglais qui travaillaient dans l'industrie textile, par exemple les tondeurs de draps, les tisseurs sur coton, les tricoteurs de métier. La révolte se traduit par des destructions de machines à tisser. Comment expliquer ce genre d'événement? Avant de voir l'explication de Marx, il faut bien comprendre que, à l'époque où Adam Smith écrivait La richesse des nations, la révolution industrielle ne faisait que commencer. La division du travail telle que la décrivait Adam Smith était donc celle qui se pratiquait dans les manufactures et non pas dans les grandes usines telles qu'on les connaît aujourd'hui. La critique de la division du travail dont nous allons parler ne s'applique donc pas nécessairement au type de division du travail décrit par Adam Smith, mais plus généralement aux conséquences du développement de la division du travail à l'ère de l'invention de nouvelles machines toujours plus productives. La critique de la division du travail et de l'usage des machines dans le travail par Marx peut être comprise à travers le concept d'aliénation.
On parle d'aliénation quand le lien essentiel qu'entretiennent deux choses, en général un sujet et un objet, est rompu. On peut donc dire qu'il y a aliénation quand le lien essentiel entre deux choses est rompu, de telle sorte que l'une est rendue étrangère à l'autre. Par exemple, si quelqu'un me prend la maison dans laquelle j'ai vécu pendant plusieurs années, la relation d'aliénation est liée au fait que ma maison ne va plus m'apparaître comme propre, mais comme un objet étranger. De même, quand on dit que les droits de l'homme et du citoyen sont inaliénables, cela signifie qu'on ne peut pas les séparer de l'être humain qui en jouit. L'idée principale que Marx développe à partir de ses premiers écrits en 1844 jusque dans le Capital en 1867 est que le travail industriel rend le travail aliénant. Quand on considère l'utilisation des machines dans le travail, il paraît en effet assez évident qu'elles contraignent nos gestes et nous rendent moins libres dans l'accomplissement de nos tâches. Beaucoup de films de la première moitié du XXe siècle, comme Metropolis de Fritz Lang ou Les Temps modernes de Charlie Chaplin, montrent bien la manière dont les machines déshumanisent l'être humain et font perdre au travail son sens. Selon Marx, il y a au moins trois manières dont les machines aliènent l'ouvrier qui travaille dessus. Premièrement, elles aliènent l'ouvrier du produit de son travail, c'est-à-dire que l'ouvrier qui est focalisé sur une tâche précise ne voit pas le produit fini de ses efforts. Deuxièmement, elles aliènent l'ouvrier de l'activité de son travail, en rendant celui-ci répétitif, ennuyeux et pénible. Contrairement à l'outil sur lequel nous avons une maîtrise quasi totale, la machine demande qu'on s'adapte à son mécanisme. Et enfin, elles aliènent l'ouvrier de ses propres pouvoirs en tant qu'être humain, c'est-à-dire le pouvoir de modifier la nature et de tirer un produit de ses propres efforts. Pourtant, Marx ne pensait pas que les machines en elles-mêmes étaient mauvaises. Ce ne sont pas selon lui les inventions techniques elles-mêmes qui aliènent l'être humain, mais l'utilisation qui en est faite par le système capitaliste. En l'occurrence, le fait que les machines servent la division du travail en l'accentuant encore plus. On peut donc dire que selon Marx, le réel ennemi du travail n'est pas l'objet technique qu'est la machine, qui est en quelque sorte un objet qu'on pourrait appeler neutre, mais l'organisation technique du travail qu'est la division du travail. Et pour bien approfondir ce point, je voudrais vous montrer certains passages de l'idéologie allemande où Marx explique précisément en quoi la division du travail est aliénante. Alors accrochez-vous, c'est une seule phrase. La puissance sociale, c'est-à-dire la force productive multipliée résultant de la coopération imposée aux divers individus par la division du travail, apparaît à ces individus non comme leur propre puissance conjuguée, mais comme une force étrangère, située en dehors d'eux, dont ils ignorent les tenants et les aboutissants, qu'ils sont donc incapables de dominer et qui, au contraire, parcourent maintenant une série bien particulière de phases et de stades de développement, succession de faits à ce point indépendante de la volonté et de la marche des hommes, qu'elle dirige en vérité cette volonté et cette marche. Qu'est-ce que tout cela veut dire? On pourrait résumer en disant que, selon Marx, la division du travail est une coopération forcée et non une coopération naturelle. C'est-à-dire que c'est une coopération qui est imposée d'en haut par un système économique qui dépasse les individus, ce que Marx appelle une force étrangère. C'est en fait, à travers le capitalisme, le système de la division du travail généralisée qui aliène les ouvriers de leur travail. Pourquoi? Parce que les ouvriers ne tirent pas profit de leur travail. C'est au contraire le capitalisme qui exploite leur force pour en tirer du profit dans l'échange. Les ouvriers dépensent donc leur force de travail non pas en vue d'une coopération mutuelle et naturelle, mais en vue d'une fin qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas. La division du travail sépare donc le travailleur du produit de son travail. C'est bien la première relation d'aliénation dont nous avons parlé tout à l'heure. Selon Marx, cette relation-là est violente car elle inverse la relation habituelle que nous entretenons avec notre travail. Normalement, c'est le travailleur qui est maître du produit de son travail. Avec le capitalisme et la division du travail, c'est au contraire le produit de notre travail qui nous domine, en devenant une marchandise, et qui nous exploite. Et tout cela se fait évidemment via la manière dont les forces de production se structurent socialement et économiquement. Pour Marx, la seule manière d'échapper à cette aliénation, c'est de fonder une nouvelle société qui serait la société communiste, où la division du travail serait abolie, de même que la propriété. Dans la société idéale de Marx, personne ne serait astreint à une tâche précise, personne ne serait défini par son métier ou sa profession, n'importe qui pourrait faire ce qu'il veut du jour au lendemain. Dans la société communiste, c'est la société qui règle la production générale et qui me permet ainsi de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de m'occuper d'élevage le soir et de m'adonner à la critique après le repas, selon que j'en ai envie, sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique. La société communiste décrite par Marx est en fait très semblable au monde fictif imaginé par l'anglais Thomas More, l'Utopie, en 1516. L'Utopie est l'un des premiers prototypes d'une société communiste où la division du travail est abolie.
pourrait objecter qu'il semble difficile de concevoir une société communiste autrement qu'à un niveau purement local, c'est-à-dire sous la forme de petites sociétés. En effet, à grande échelle ou dans des États regroupant un grand nombre d'individus différents, comme c'est le cas dans la plupart des États aujourd'hui, la division du travail semble être le seul moyen de production permettant de générer des ressources pour tous. Cependant, l'analyse de Marx de l'utilisation de la division du travail et des machines dans une économie capitaliste est importante car elle permet de nous éclairer sur ses possibles aboutissements indésirables, comme par exemple le chômage technologique qui semble être une conséquence inévitable du développement de machines toujours moins chères et plus performantes. En effet, nul doute qu'arrivera bientôt un moment où la force de travail prodiguée par les êtres humains deviendra obsolète et qu'on aura recours uniquement aux automates pour accomplir le travail physique. De ce point de vue, le chômage technologique constituerait une aliénation supplémentaire. Nous serions aliénés de nos propres créations techniques et de la finalité initiale dans laquelle elles avaient été créées. Au départ conçues pour satisfaire nos besoins, les machines autonomes pourraient finir par servir d'autres fins. C'est le danger d'une trop grande automatisation du travail, que le physicien Stephen Hawking a assez bien résumé sur Reddit. Tout le monde peut jouir d'une vie de retraite luxueuse si la richesse produite par les machines est partagée, ou bien finir dans une pauvreté misérable si les propriétaires des machines réussissent à exercer leur lobby contre la redistribution des richesses. Résumons. La division du travail permet de maximiser la production en rationalisant le travail et en stimulant la création de machines. Cependant, quand on passe de l'environnement humain des manufactures à l'environnement industriel, on observe que la division du travail poussée à bout peut aliéner l'ouvrier à la fois du produit de son travail et de l'activité de son travail elle-même, qui semble perdre son sens dans la mesure où elle sert des intérêts autres que les siens. D'autre part, puisque la division du travail semble favoriser le développement de machines toujours plus sophistiquées et efficaces, elle risque également de nous aliéner de nos propres créations techniques, puisque celles-ci gagnent sans cesse toujours en autonomie. En maximisant la production, les êtres humains s'exposent donc paradoxalement à s'exclure eux-mêmes de toute activité de travail, pour le meilleur ou pour le pire.